Alors, comme le disait Raouf, j'ai été inspiré pour traiter ce sujet-là à partir d'une double expérience. Parce que j'ai enseigné le droit constitutionnel et je suis formaté évidemment selon l'école classique française. Le droit constitutionnel, légitimité du pouvoir, organisation du pouvoir. Et nous avons été pris dans cet engrenage. Et en faisant des expertises, comme le disait Raouf tout à l'heure, sur le terrain, en visitant certains pays comme la République centrafricaine, comme la République démocratique du Congo, je me suis rendu compte que depuis 1990, où nous parlons de transition démocratique en Afrique, d'une nouvelle ère de la démocratie, du discours de la gauche de François Mitterrand, malgré tout, nous avons quand même des statistiques qui sont là. On ne peut pas oublier qu'aujourd'hui, sur 55 États africains, il y en a 34 sur 55 qui sont dans des crises qu'on peut appeler comme on veut. On ne va pas entrer dans la sémantique. Est-ce que ce sont des crises, des tensions politiques, des conflits, des guerres civiles, peu importe. En tout cas, ce sont des pays qui sont dans une instabilité. Alors, il y a quand même un paradoxe. En même temps, nous disons que nous entrons dans une ère de démocratie en Afrique qui a ouvert beaucoup d'espoir à partir de 1990. En même temps, 34 États sont en conflit. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à s'interroger sur la signification, sur le sens du droit constitutionnel? Parce qu'on nous a toujours appris à l'école, et nous-mêmes, nous avons toujours enseigné à nos étudiants que le droit constitutionnel, c'est la charte fondamentale qui organise les pouvoirs politiques. On organise les pouvoirs politiques et les pouvoirs politiques n'arrivent pas à stabiliser nos régimes politiques. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, voilà pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce que... je taquine toujours mes jeunes étudiants en disant qu'il faut casser les barrières, il faut innover, il faut ne pas avoir peur de franchir des barrières qu'on nous a imposées. Alors, puisque l'occasion m'était donnée, je voudrais exploser les barrières et réfléchir au droit constitutionnel, non pas en tant que discipline qui va organiser les rapports entre le président de la République et le Premier ministre, les rapports entre le président et l'Assemblée nationale, ces principes de séparation des pouvoirs, ces principes de légitimité. J'aimerais qu'on fasse bouger les lignes, qu'on révolutionne un peu l'étude du droit constitutionnel en traitant l'État africain. Et là aussi, je pense qu'il faut avoir le courage de poser les questions qui sont des tabous. L'État africain est malade. Il faudrait le voir comme étant un corps malade, ne pas voir le droit constitutionnel comme étant des normes qui vont régir le président de la République, mais voir comment le droit constitutionnel va, à partir de ce moment-là, se transformer en instrument de guérison de cet État malade. Voilà pourquoi je voudrais qu'on parle non pas de droit constitutionnel, mais de science constitutionnelle. Alors, voilà l'idée qui était derrière ce projet de recherche. Alors, quelle est la problématique fondamentale? La problématique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un droit constitutionnel qui, jusqu'à présent, pendant un certain temps, ne s'occupait que des institutions. Je dois dire que j'ai été encouragé pour faire ce projet de recherche parce que j'éprouve une certaine frustration aussi. Raouf l'a dit tout à l'heure, j'ai été pendant 6 ans vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Je dois dire que je suis sorti de cette fonction-là frustré parce que les 2/3 des recours qui étaient adressés à la Cour, c'était des recours qui portaient sur les élections. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai dû quitter mon pays, j'ai quitté des négociations politiques. Il y a un dialogue politique au Sénégal en cours. J'étais parmi les facilitateurs de ce dialogue. Et pendant 6 mois, je me suis tué à leur dire qu'aujourd'hui, on a une tendance mondiale. Cette tendance mondiale, c'est qu'il y a un atlas qui vient de sortir sur l'Amérique latine, qui montre qu'il y a une instabilité. Il y a aujourd'hui en Afrique, n'en parlons pas, ça c'est le quotidien des pays africains, l'instabilité. Il y a aujourd'hui en France, dans tous les pays, il y a une forme d'instabilité et il y a ce que certains chercheurs appellent une fragilité de l'État aujourd'hui. À partir du moment où il y a cette fragilité de l'État, les hommes politiques ne comprennent pas toujours qu'il y a une citoyenneté qui émerge, une citoyenneté internationale. J'ai l'habitude de dire que j'étais avec mon épouse en Tunisie en 2010. Elle me taquinait toujours en me disant que oui, mais vous, vos histoires de droits de l'homme, là, c'est intéressant. Je vois qu'au Sénégal, vous prenez toujours des droits de l'homme. Mais quand même, ici, en Tunisie, les choses fonctionnent bien.
les feux rouges fonctionnent, les gens ne passent qu'au feu rouge, d'accord, mais un an après, le pays a explosé. Et je dis toujours aux gens que moi je me souviens très bien, j'étais dans des embouteillages un jeudi soir. Le président Moubarak était en train de dire que c'était le père de la nation, jeudi soir, que c'était un général qui ne peut pas abdiquer, qu'un président ne part pas comme ça parce qu'il a des responsabilités. Jeudi soir, j'étais dans les embouteillages. Vendredi, après la prière, il est parti. Alors, je dis quand même qu'il y a quelque chose. Il y a parfois une étincelle qui peut faire prendre tous nos pays. Et tous les pays sont pratiquement logés à la même enseigne. Je discute avec mes collègues constitutionnalistes français. Ils me disent que la leçon fondamentale qu'ils ont retenue de l'élection de Macron, c'est l'humilité. Un scientifique doit être humble, mais ils le sont encore plus aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais pensé que dans un pays comme la France, un jeune homme de 40 ans, sans parti politique, pouvait être élu. Donc il y a aujourd'hui des éléments qui nous montrent que l'État est en train d'exploser, les règles traditionnelles, les règles normales ne sont plus normales. Alors je dis toujours aux hommes politiques chez nous, il faut faire attention à la citoyenneté, ce n'est pas un concept vide. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, à partir d'une petite étincelle, une augmentation d'un prix de métro peut faire une augmentation du prix du pain, peut faire exploser un pays. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que le droit constitutionnel ne s'arrête plus maintenant à l'aspect institutionnel, que le droit constitutionnel devienne un droit relationnel, la relation entre l'État et le citoyen, la relation entre les citoyens eux-mêmes. Voilà pourquoi je voudrais que dans cette problématique qu'on essaye humblement. Je suis ravi d'être là parce qu'avec des échanges avec d'autres disciplines, je pense que je pourrais peut-être enrichir ma perspective parce que je suis absolument certain, et je l'avais déjà dit, j'ai été invité à l'Association internationale de droit constitutionnel pour faire un exposé sur la paix en Afrique, et je lui ai dit que je suis désolé parce que quand on vous invite pour faire un exposé, vous venez avec une thèse, un point de vue. Et je leur avais dit à ce moment-là que je dois être honnête avec moi-même, je suis dans une impasse intellectuelle. J'ai enseigné le droit constitutionnel pendant des années, j'ai fait des expertises sur le terrain, mais je suis dans une impasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que dans nos constitutions, on a tout imaginé? Tout. Blocage de la durée des mandats, rapport entre l'exécutif, indépendance. Mais malgré tout, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Nous avons aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il faut qu'on passe des tabous. Il faut qu'on en parle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, celui qui dirige la Côte d'Ivoire, je suis désolé, ce n'est pas un imbécile. Il a été vice-président du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque centrale, premier ministre avant d'être président de la République. À 8 mois de l'élection, il est en train d'envoyer des messages pour dire qu'il va modifier la Constitution. Et pourtant, nous sommes tous des experts, des intellectuels formés à la sève de Rousseau, de Montesquieu, séparation du pouvoir et démocratie. Et puis quand on rentre, on exerce le pouvoir et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que le droit constitutionnel essaie, je pense, de s'attacher avec... ça va vous faire rire, mais je suis très sérieux en le disant, des psychologues. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec des anthropologues, des ethnologues. Parce que moi, je l'ai dit que le droit constitutionnel est arrivé à sa limite. Nous avons normé les choses. Nous avons dit que les mandats doivent être des mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. Et personne ne les respecte. Donc, pourquoi cette règle de droit n'a pas d'impact? Pourquoi cette règle de droit n'est pas effective? Est-ce qu'il y a une étude à faire avant la règle de droit? Pourquoi cette règle de droit ne s'applique pas? Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait une anthropologie juridique, de l'ethnologie, de l'histoire de la psychologie, pour essayer de voir dans quelle mesure ce droit constitutionnel, qui est très beau dans les textes. Et je m'amuse toujours à dire à mes amis français que nous étions beaucoup plus démocrates que vous, parce que nous, dans notre constitution de 1963, il y a un titre 2 qui est traité des droits de l'homme. Regardez bien la constitution de 1958, vous ne verrez pas de titre sur les droits de l'homme. Je dis donc que si c'est uniquement la lecture du texte qui permet de diriger, de dire qu'un pays est démocrate ou pas, le Sénégal était plus démocratique que la France. Mais est-ce à dire que dans la pratique, le Sénégal l'était? Le chef de l'État est resté 20 ans, l'indépendance de la justice, on en parle, les rapports entre l'exécutif et le législatif ne sont pas équilibrés. Tout cela fait qu'il y a un problème de recherche de la règle de droit qui puisse être adaptée à nos citoyens. Alors, parmi les questions taboues aussi que je me pose, il faut avoir le courage de poser les questions. Est-ce que notre rapport au pouvoir est un problème structurel ou bien est-ce que c'est conjoncturel? Mes amis me disent toujours, oui, mais vous savez, nous aussi, dans nos pays développés, on est passé par ces étapes-là. J'étais d'accord. Mais est-ce que
ça nous empêche de poser la question est-ce que nous n'avons pas un problème avec le pouvoir? Si, sur le plan anthropologique et ethnologique, nous avons un problème avec le pouvoir, il faut qu'on le dise. Mais le droit constitutionnel ne doit pas être un droit du pouvoir, le droit constitutionnel doit être un droit du citoyen, un droit du peuple. Et tous les textes fondateurs, la Charte des Nations Unies, la Déclaration des... Tous les textes commencent toujours par nous, le peuple. Mais comment se fait-il que je le dis toujours, Raouf le disait toujours quand je fais des voyages dans les pays africains où je travaille avec les juridictions constitutionnelles, je leur dis, si j'ai une seule recommandation à vous faire, une seule au juge constitutionnel, c'est que n'oubliez jamais que quand vous prenez votre stylo pour rédiger une décision, vous commencez toujours par nous, le peuple, au nom du peuple. Le juge rend une décision au nom du peuple. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas une adéquation entre cette légitimité populaire qu'on peut attendre du juge constitutionnel et le penchant du juge à violer ce que Badinter appelait ce devoir d'ingratitude par rapport au pouvoir public. Donc voilà l'essence de ma recherche. Et je serais vraiment heureux et ravi de pouvoir partager avec des collègues ici un enrichissement de mon propos parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à une impasse intellectuelle, je suis désolé de le dire, mais pour pouvoir essayer de faire bouger un peu les lignes. Voilà l'essentiel de moi. Babacar, tu seras aussi amené à faire comme Alain des lectures publiques, notamment une à Paris, chez nos amis d'agence universitaire. Nous avons le temps pour deux, donc il aura le temps de 2-3 questions. Oui, je suis historien et je suis peu étonné de ce que vous avez dit parce que si je regarde le 19e et le 20e siècle, on trouve beaucoup de situations où l'État, tout en existant, tout en ayant une constitution, est extrêmement faible et où aussi il y a des changements abrupts, des changements rapides à partir de l'élévation du prix de pain, à partir d'autres choses. Et on a cru très longtemps en histoire qu'on pourrait résoudre cette fragilité de l'État en donnant une constitution et en donnant des droits à la population. Mais on n'est pas allé assez loin avec le droit à la population. Les participations, ça vient toujours aussi avec les Gilets jaunes en France aussi, c'est-à-dire la participation des citoyens n'est pas assurée en dehors des moments de l'élection. Il n'y a pas la possibilité d'influencer, la population se sent exclue du processus politique. Et je crois que ce que vous avez dit, la citoyenneté, c'est quand même la réduction du droit de participation dans nos États actuels qui me semble être un problème fondamental. Oui, je pense qu'il y a deux niveaux tout de même. Parce que dans les pays que j'appelle d'habitude les pays de démocratie avancée, vous êtes plus ou moins sur pilotage automatique. Dans les pays qui sont en transition, nous sommes dans la phase de décollage. Donc les situations ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui fait que je prends juste un exemple. Sur la corruption, je dis toujours aux gens que nous essayons de réinventer la roue. Relisez attentivement la Déclaration des droits de l'homme de 1789. 1789. En 1789, l'Assemblée constituante luttait contre la corruption. 1789. Et aujourd'hui, on est en train de parler de bonne gouvernance, etc. Donc, cette idée de participation est fondamentale dans la démocratie. Moi, je pense que dans la démocratie, il n'y a que deux principes de base. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y en a que deux. C'est l'égalité pour tous, la liberté pour tous. Tous les autres principes en divergent. Alors, si vous prenez le citoyen, il a besoin de deux choses. D'abord, la protection et, comme vous l'avez dit, la participation du citoyen. Mais alors, aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des exigences démocratiques d'un peu partout, qui font que les gens demandent. Il y a une tendance extrêmement intéressante sur les gilets jaunes, et qu'on peut regarder au Soudan, qu'on peut remarquer également en Algérie. La revendication commence toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, comme dans le système des étudiants, avec un point. L'appétit venant en mangeant, 2 points, 3 points, 4 points. Mais regardez finalement, les gilets jaunes ont pris une ampleur telle que c'est comme si, pratiquement, plus on y va, plus on a envie de protester. Regardez ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, la révolution a failli, parce que chaque fois que le mouvement, c'est quand même extraordinaire que El-Béchir, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale, a nargué la communauté internationale en prenant l'avion en se rendant dans des pays où pratiquement il n'avait aucun risque d'être. Mais ce sont les Soudanais eux-mêmes qui ont mis El-Béchir derrière les barreaux. Donc cette participation-là, je crois qu'il faut faire attention
Parce que chaque fois que vous donnez un, c'est une tendance tout à fait naturelle. L'opinion a envie d'avoir deux. Vous donnez deux, ils ont envie d'avoir trois. Donc je crois que c'est le contrôle de cette participation-là qui devient extrêmement difficile. Oui, d'abord, bravo effectivement, il n'y a pas beaucoup de constitutionnalistes qui ont votre lucidité. Aussi bien en Europe. Je ne sais pas si c'est un compliment. Vous pouviez quand même, parmi les disciplines que vous aviez mentionnées, il y a quand même la sociologie, qui me semble quand même assez basique pour voir qu'est-ce que peut être une légitimité populaire. Et là alors, ça c'est un problème qui, je pense que le problème n'est pas dans la Constitution, si vous voulez, il est dans qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui, qu'on peut considérer, disons rationnellement, comme légitimité populaire. Parce que vous voyez, par exemple, dans les Gilets jaunes, il y a des revendications tout à fait justes, puis d'autres qui sont en contradiction avec d'autres objectifs que les mêmes Gilets jaunes pourraient soutenir. Donc on se dit, bah, c'est un peu incohérent. Et là, au nom de quoi on va dire que c'est incohérent? Et qui est légitime pour dire que la légitimité populaire, c'est ça ou autre chose? Là, il y a un problème de la démocratie à ce moment-là, participative. Elle doit être un problème d'éducation, pas de règles, mais de pratiques de discussion, etc. Et ça, c'est pas dans la Constitution que vous le trouverez, mais vous pourriez avoir, au fond, des idées assez précises à partir justement des problèmes d'application de Constitution et de détournement de Constitution, et ça va se rencontrer aussi dans les discussions à la base entre citoyens. Vous aurez des détournements et des... Non, mais tu auras le temps de rediscuter. Oui, mais très rapidement, juste pour vous rassurer, sur le PowerPoint que j'avais présenté, je n'avais pas énuméré les disciplines. Donc la sociologie, vraiment au premier chef, j'ai parlé des sciences humaines et sociales qui devraient enrichir le droit constitutionnel. Sur le deuxième point, je vous renvoie à la lecture du livre de Frédéric Worms. Comme je vous dis, j'étais un constitutionnaliste dans l'impasse, donc je me suis mis à lire beaucoup de livres d'histoire, de sociologie, parce que je pense avoir fait le tour de la question du droit constitutionnel. Et Frédéric Worms revient un tout petit peu sur cette question en parlant des maladies chroniques de la démocratie. Il disait que parmi les premières maladies chroniques de la démocratie, c'est la violence. Or, ce qui a un tout petit peu biaisé l'analyse de la revendication des Gilets jaunes, c'est la violence qui est venue se greffer dessus. Et je pense que cette violence-là a teinté un tout petit peu la légitimité des revendications, alors que les revendications sont fondamentalement légitimes tout à fait au départ, pour être bref. Question très rapide. Tu vois que tu as beaucoup de questions
Oui, mais sur ce point-là, je peux être très rapide. C'est que je pense que la différence entre ce qui se passe en France, aux États-Unis et en Allemagne, c'est que vous avez un problème de gouvernance. On peut améliorer la qualité de la gouvernance. C'est des raccourcis que j'emploie. Mais dans nos pays, nous n'avons pas, contrairement à ce que la Banque mondiale dit, je l'ai dit toujours, lutte contre la corruption, nous avons un problème de gouvernabilité dans nos pays. Nous n'avons pas, je suis désolé de le dire, je pense que c'est l'État même qui est en cause. Alors que dans vos pays, les fondements de l'État sont assez solides. Il peut y avoir un problème de gouvernance, il peut y avoir, les alternances sont, mais dans nos pays, il n'y a même pas d'alternance. C'est le problème de la gouvernabilité et on est toujours en train de se fourvoyer en disant que oui, mais c'est un problème de gouvernance. Dans nos pays, ce n'est pas un problème de bonne ou mauvaise gouvernance, c'est un problème de gouvernabilité. Ce n'est pas la même chose. Mais on aura la possibilité de... Je vais vous donner juste une petite anecdote, parce que en fait, si on regarde un peu, le terrain est quand même beaucoup plus intéressant que la théorie ici, là je sais parce que je disais Alain avant, quand il y a eu le dernier ajustement, on va dire, réforme constitutionnelle en Algérie de 2016, moi j'étais assez proche du pouvoir à l'époque, et donc l'idée qui circulait dans les réunions de l'État profond, un peu le discours de nos députés, c'est de dire tiens, on a donné à ce peuple pas très bien éduqué une Rolls-Royce, c'est la révision, tu vois. Ça pose la question du processus même de réforme et de promulgation de constitutions dans ces pays. En vérité, quand on regarde sur 2 siècles le nombre de constitutions qui n'ont pas été téléguidées par des élites sortantes ou des minorités dominantes héritées, le pourcentage dans tous les continents n'est que de 30%. Ce qui veut dire qu'il y a toujours le rôle des... Et après, la question, c'est ce que tu disais, quel est vraiment est-ce qu'une constitution doit être figée ou suivre ce qui est légitimé, et là, ça pose la question de la stabilité. C'est des questions inextricables.